Bonsoir à tous. Il a depuis longtemps pénétré les circuits financiers et contamine aujourd'hui le système bancaire. Comment enrayer la gangrène de l'argent sale? On va se poser la question ce soir dans Droit de Suite. Pour commencer, un documentaire, L'argent sale, le poison de la finance. Une enquête minutieuse et pour le moins édifiante sur les pratiques frauduleuses des mafias. Les sommes en jeu sont considérables et la machine à blanchir cet argent sale tourne à plein. Le système est devenu tentaculaire, il s'exerce à l'échelle de la planète. Et vous allez le voir, rien ne semble vraiment pouvoir y mettre un terme, bien au contraire. Bon doc, et je vous retrouve juste après avec son réalisateur Nicolas Glimois, l'ancien ministre François Daubert, la chercheuse Chantal Cutajar et le journaliste Renaud Lecadre pour s'interroger sur l'incroyable essor du blanchiment de l'argent des mafias. Duisbourg, en Allemagne, le 15 août 2007. 6 mafieux gisent sur le bitume, tous originaires de Calabre, en Italie. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas Hollywood. Ce n'est pas Le Parrain, Les Affranchis ou American Gangster. Là, c'est la réalité. La tuerie du 15 août déchire le voile d'ombre dont se drape habituellement le crime organisé et retombe aussitôt dans l'oubli. Et pourtant, une autre lecture de ce carnage est possible. Le crime organisé, c'est la face noire de la mondialisation. Oui, sous le bitume de Duisbourg, une autre histoire se dessine, bien plus tentaculaire et inquiétante. Celle de la gangrène mafieuse par l'économie. La mondialisation a donné une dimension financière globale aux mafias. Leur richesse est significative aujourd'hui pour la stabilité des marchés économiques et financiers. Nous parlons donc d'une menace pour l'humanité, celle du crime organisé. Un pouvoir économique si grand qu'une question se pose à nous. Où cela va-t-il nous mener ? 5 ans après le sang versé à Duisbourg, je suis parti sur les traces de cette mondialisation criminelle. Celle qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas. Celle de cet argent sale qui colonise le monde. Direction l'Italie, le royaume des mafias, qui demeure l'exemple le plus abouti de l'infiltration du crime dans l'économie. Première étape, le port de Gioia Tauro, au sud du pays, en Calabre, là où justement sont nés les assassins et les victimes de Duisbourg. Créé il y a près de 20 ans, Gioia Tauro est aujourd'hui le premier port de conteneurs de la Méditerranée. La crise ne l'a pas épargné, mais il accueille encore environ 3000 navires par an et 3 millions de conteneurs. Pas étonnant de voir la mafia fondre sur une telle source de business. À Gioia Tauro, c'est l'ombre de la 'ndrangheta qui plane sur les docks. La 'ndrangheta a une nature de parasite. Elle a besoin d'un organisme sur lequel s'enraciner et là, exploiter son environnement. Un port, c'est une porte sur le monde. La libre circulation des biens est une des clés de l'économie libérale et Gioia Tauro en est donc une vitrine. Un lieu stratégique qu'une organisation criminelle peut utiliser pour tous ses trafics. Drogue, cigarettes, armes. À Gioia Tauro, on dit même que la 'ndrangheta prélève une taxe sur chaque conteneur débarqué. Chaque année, les autorités italiennes saisissent des millions de pièces de contrefaçon, des dizaines de tonnes de contrebande. Rien qu'au second semestre de l'année 2011, plus d'1 tonne de cocaïne. Bien sûr, le port de Gioia Tauro est un épicentre du trafic de drogue. Les saisies les plus récentes l'ont encore démontré. Le juge Di Palma ne nous en dira pas beaucoup plus.
Des précautions oratoires qui s'expliquent peut-être par l'omniprésence des dirigeants du port autour de nous ce jour-là. En tout cas, tout le monde n'est pas aussi modéré dans son diagnostic. Le Calabrais Francesco Forgione a dirigé la commission parlementaire anti-mafia entre 2006 et 2008. Il fait partie de ceux qui ont alerté le monde sur la puissance de la 'ndrangheta, mais aussi sur le pouvoir économique de l'ensemble des mafias italiennes. N'ayons pas peur de dire la vérité. La majeure partie des activités du port de Gioia Tauro est toujours pilotée par la 'ndrangheta. C'est un vrai problème car la présence de la 'ndrangheta dans le port de Gioia Tauro, ce n'est pas la présence des mafieux avec des revolvers et des fusils. C'est la présence de sociétés, d'entreprises propres qui sont directement liées à des familles. Les Piromalli, les Pecce, les Bellocchio. Ces noms sont ceux de quelques-uns des 145 clans qui composent la 'ndrangheta. On peut voir ici leurs boss, filmés à leur insu par les carabiniers. Des images volées et rares d'un monde qui cultive la discrétion. La justice italienne recense en Calabre près de 5000 affiliés à la 'ndrangheta. C'est sans compter tous les autres, ces centaines de personnes complices qui travaillent dans des entreprises légales et grâce auxquelles la mafia calabraise fait son business à Gioia Tauro. En recrutant la main-d'œuvre, en corrompant les syndicats, en verrouillant les appels d'offres. C'est ainsi qu'une mafia marque son territoire. Le mafieux Forgione ne fait ses affaires à Paris, Milan, Duisbourg, ou Toronto que s'il est le patron d'un territoire en Calabre. La dimension territoriale et la dimension mondiale vont de pair. Il n'existe pas une mafia sans territoire mafieux. Le territoire, c'est une famille. Une famille, c'est du sang. Et le sang, c'est le silence. Mais une mafia globale comme la 'ndrangheta, c'est aussi la modernité. Le contrôle du territoire et les réseaux financiers. Le berger et le banquier. Gioia Tauro et le monde. Voilà comment une mafia fonde son pouvoir et part à la conquête de la planète. C'est ce que nous raconte aussi Duisbourg. Ce règlement de compte entre clans calabrais révèle à des Allemands éberlués que leur pays est devenu une tête de pont des mafias italiennes en Europe. Comme un clin d'œil à la légende, la tuerie du 15 août a d'ailleurs eu lieu devant une pizzeria. Et ça n'est pas qu'un cliché. La 'ndrangheta en contrôlerait plus de 300 en Allemagne. C'est aussi en vendant des margaritas ou des Regina que les mafias italiennes tissent une toile invisible sur tout le vieux continent. La cartographie établie par les autorités transalpines laisse songeur. Et l'on ne parle ici que des mafias italiennes. Et les autres? Quelles sont donc ces entités mafieuses qui colonisent la planète? Pour décrypter cet atlas criminel, je suis allé voir deux experts, auteurs d'ouvrages de référence sur la géopolitique du crime organisé. On ne devrait utiliser le terme de mafia que pour désigner un nombre très restreint et très précis d'entités criminelles. Ce sont des entités criminelles de niveau supérieur, celles qui forment l'aristocratie du crime. Alors qu'est-ce qu'une mafia, puisqu'on ne peut pas donner ce qualificatif à toutes les organisations criminelles? Eh bien, ce sont des entités criminelles qui sont fondamentalement des sociétés secrètes. Il ne faut pas confondre un criminel et un mafieux. Un criminel, c'est Francis le Belge, c'est un chef de bande, il dirige une bande, il commet des crimes qui sont essentiellement les mêmes que ceux que vont commettre des mafieux, mais la société criminelle qu'il a fondée et qu'il a créée, elle n'a pas de permanence. Elle s'est créée avec lui et elle disparaît avec lui. Que ce chef-là meure ou qu'il soit envoyé durablement en prison, et le groupe qu'il a autour de lui se défait, se recompose autour d'un autre individu. Alors, où sont ces organisations criminelles d'un niveau supérieur
qui répondent à la définition d'une mafia. Les experts en désignent 9. Cosa Nostra, en Sicile, la 'Ndrangheta en Calabre, la Sacra Corona Unita dans les Pouilles, la Camorra en Campanie. Dans les Balkans, on trouve la mafia albanophone, puis la mafia turque. En Asie, les triades chinoises, sur le continent et sur l'île de Taïwan, la mafia japonaise, les fameux Yakuza, et enfin en Amérique du Nord, la mafia italo-américaine. On peut ajouter à cette liste des entités criminelles plus récentes, les mafias de l'ex-empire soviétique, les cartels latino-américains en Colombie et au Mexique, le crime organisé au Nigeria. Elles sont tout aussi dangereuses, mais n'ont ni le sens du silence, ni l'ancrage territorial des mafias historiques. Ce qui se passe en Russie et ce qui se passe sur la Côte d'Azur, c'est du Beaujolais nouveau. Et la famille de Corleone, c'est du Château Latour 1947. On voit tout de suite la différence. Ces entités criminelles de première ou deuxième catégorie n'ont jamais été aussi riches et aussi puissantes. Leur chiffre d'affaires les installe en rival des multinationales et même de certains États. On estime par exemple qu'en Italie, le chiffre d'affaires cumulé des 4 mafias italiennes serait d'environ 130 à 180 milliards d'euros par an, soit probablement 8 à 10% du produit intérieur brut. Au niveau mondial, les sources de cette richesse, on les connaît. D'abord, le trafic de stupéfiants, pour 300 à 500 milliards de dollars. Ensuite, le marché de la contrefaçon et de la contrebande, technologie, médicaments, cigarettes. Puis, le trafic d'êtres humains, prostitution, immigration clandestine. Enfin, tout le reste, trafic de déchets, énergie, espèces protégées. Au total, 600 à 700 milliards d'argent noir, criminel. Une fortune colossale. On n'a pas de précision parce que, de façon regrettable, les bandits ne nous envoient pas le double de leur facture parce qu'ils n'ont pas de facture. Mais une chose est certaine, rien ne permet de gagner plus d'argent plus vite que les stupéfiants. Un kilo de cocaïne en Colombie coûte aux paysans environ 1000-1200 euros. Et encore, ce n'est pas de la cocaïne, mais de la coca. Ce kilo de coca, quand il tombe dans les mains du narcotrafiquant colombien, son prix a déjà décuplé. Il vaut maintenant 15 000 euros. Le narcotrafiquant revend ce kilo à des intermédiaires et il arrive enfin dans les mains de la 'Ndrangheta. Il vaut alors 2 fois plus, 30 000 euros. Là, il est traité et coupé. Le kilo de coca donne 4 kilos de cocaïne. Ils sont vendus sur les marchés de Paris, Milan, Zurich ou New York pour un prix unitaire de 50 000 euros. 50 000 euros x 4 égale 200 000 euros. Moi qui suis de formation marxiste, je ne connais pas de marchandise au monde capable de générer, comme disait Marx, une valeur ajoutée passant de 1200 à 200 000 euros. Le modèle économique est effarant et imbattable. Il assoit les mafias sur des montagnes d'argent noir. Mais ça n'est que la face émergée de l'iceberg. C'est cette force de frappe qui va leur permettre de se développer au-delà du crime proprement dit et d'infiltrer la société de manière plus insidieuse et encore plus durable. L'introduction de masses financières considérables dans l'économie légale a en effet créé des zones communes de plus en plus grandes, de plus en plus fortes entre les marchés criminels et puis les marchés légaux, les marchés économiques et financiers. Et on voit se développer des sortes de zones grises, des parts de l'économie mondiale qui ne sont ni tout à fait légales ni tout à fait illégales. Corruption, clientélisme, le crime organisé met en coupe réglée des pans entiers de l'économie. Le milieu criminel, qui n'a aucune espèce de talent managérial particulier,
il a quand même quelque chose qu'il sait très bien faire, il sait faire obéir les gens. Pour ce faire, il a 2 moyens à sa disposition. La corruption, on paye les gens 100 fois plus que dans la société normale, et donc ils font les choses gracieusement. Et ensuite, quelque chose d'extraordinairement efficace et de pratiquement impossible à pénaliser, qui s'appelle l'intimidation. L'intimidation, c'est un cran au-dessous de la balle dans la tête, c'est « on sait où tes enfants vont à l'école hein ». Et donc, les gens obéissent parce qu'ils ont peur. Intimidation, corruption, la méthode est reine pour asseoir son pouvoir et gagner de l'argent. Et il est une recette implacable pour gagner beaucoup d'argent. C'est le piratage des marchés publics. Là encore, l'Italie est exemplaire. Depuis Gioia Tauro, pas besoin d'aller bien loin. Il suffit de rejoindre la désormais fameuse autoroute A3, entre Reggio di Calabria et Salerne. Les travaux de modernisation ont commencé il y a 20 ans. Vous pouvez faire une cartographie de ces tronçons d'autoroute. Vous vous rendez compte que les entreprises de BTP qui se sont vues attribuer donc la construction de cette autoroute du nord au sud sont toutes sous l'influence d'un clan criminel. Les clans criminels à la fois de la Camorra et de la 'Ndrangheta se sont répartis dizaines de kilomètres par dizaines de kilomètres la construction de l'autoroute. Une autoroute qui ressemble à une départementale. La vitesse est limitée à 70 km/h sur de nombreuses portions. Le crime organisé s'est trouvé là, une poule aux œufs d'or. L'occasion d'un petit guide des méthodes mafieuses. À la suite d'un appel d'offres truqué, la société machin touche de l'argent en quantité phénoménale pour mettre 10 cm de bitume, puis restaurer, faire en sorte que l'autoroute soit nickel. Vous n'en mettez que 2. À la suite de quoi le vérificateur à qui on a expliqué qu'on savait où ses enfants allaient à l'école et on a montré une photo de la petite dernière dit merveilleux, tout absolument fantastique. Vous touchez le solde, ça représente à chaque fois des centaines de millions d'euros et l'affaire est d'autant plus merveilleuse que comme il n'y a pas eu 10 cm de bitume de mine mais 2, l'autoroute s'abîme 2 fois plus vite et bingo, la fois d'après, au lieu que ça soit 10 ans après qu'on recommence, eh bien il faut recommencer 3 ans après. On a entre-temps recréé une autre société et de recherche. Pour mener ce type de business, il faut bien sûr connaître les élus et les élites. On arrive là dans les zones grises de la contamination mafieuse. Quand le criminel n'est plus à la lisière, mais au cœur de la société. Opérant une soudure entre le légal et l'illégal. Première conséquence, l'économie s'en trouve faussée, pervertie. Une réalité que l'on connaît bien sur la Côte d'Azur. J'ai un souvenir très précis, il y a quelques années, d'un chef d'entreprise qu'on avait fait mettre en détention provisoire pour des pratiques de corruption assez soutenues. C'était du BTP. Et l'administrateur désigné avait reçu pour consigne, bien sûr, plus jamais ça. Il nous a suivis. Et 6 mois après, l'entreprise était mise en liquidation. C'est ça qui est fascinant. C'est de penser que sans le crime, parfois, enfin le crime au sens assez large, l'entreprise perd des marchés, cesse d'exister. Est-ce que c'est le crime qui est devenu l'un des principaux éléments du moteur économique? Si c'est ça, alors elle n'est pas seulement sournoise, cette criminalité organisée, elle est pernicieuse. Et à terme, elle nous emportera. Cette gangrène mafieuse qui nous emportera, c'est déjà une vieille histoire à Naples, une ville minée depuis 20 ans par les crises des ordures. On trouve la mafia napolitaine, la Camorra, à toutes les étapes du trafic de déchets. Parfait exemple de convergence entre le crime, les hommes d'affaires véreux et les politiciens corrompus. Des enjeux familiers pour le nouveau maire de Naples, Luigi Di Magistris, ancien magistrat anticorruption en Calabre.
Ma première action a consisté à lutter contre l'infiltration de la Camorra dans l'administration publique et dans la politique. Quand j'ai pris mes fonctions de maire, les rues de Naples étaient couvertes de déchets. 2500 tonnes. Depuis 6 mois, on peut dire qu'il n'y a plus de déchets dans les rues de Naples. En revanche, la situation est toujours grave dans le reste de la province. Le sous-développement organisé. Voilà l'autre effet de l'infiltration mafieuse. Ilaria Accione milite contre cet argent sale qui dévaste l'environnement et pourrit la vie des habitants de sa ville. On est à Giuliano. Avant, c'était la campagne. On y produisait des pêches. Vous voyez ces champs encore aujourd'hui? Ils produisent des pêches vendues sur les marchés européens. En réalité, on appelle cette zone la terre des feux. Si tu te promènes dans le coin vers 6-7 heures du soir, tu peux voir ici ou là au moins 8 à 9 bûchers tous les jours. Les terres de Campanie sont saturées de décharges illégales. Pour la Camorra, les ordures valent de l'or, jusqu'à 500 000 $ par jour. Et ça n'est pas tout. Une fois brûlés, les déchets doivent suivre un cycle de retraitement différent, encore plus onéreux, assuré par des sociétés privées complices de la Camorra ou gérées directement par elle. Ici, c'est la rue de la honte. Comme tu peux le voir, il y a toutes sortes de déchets industriels. C'est une véritable organisation. L'industrie du textile déverse ses produits, ses résidus en tout genre. L'industrie chimique déverse ses solvants. Voilà une situation vraiment grave. Des entrepreneurs sans scrupules du nord du pays ont utilisé les vastes territoires du sud, grâce au développement des mafias, pour cacher et enfouir des déchets extrêmement dangereux. Ce qui explique pourquoi en Campanie, les populations subissent des surtaux de cancer, de leucémie et de maladies diverses, qui s'expliquent par le fait que les déchets et les ordures sont prélevés puis ensuite retraités de manière tout à fait anormale. Quand ces déchets italiens ne sont pas tout simplement ensuite revendus à l'étranger et déversés dans des pays du tiers-monde qui connaissent encore moins de régulation et de contrôle en matière de traitement. On voit que le crime organisé a monté d'un cran. Sa logique d'emprise sur l'économie légale dépasse désormais les frontières. Mais pas besoin d'aller dans le tiers-monde pour le constater. Au printemps 2011, des journalistes de France 3 ont réalisé un reportage édifiant dans la plus grande décharge à ciel ouvert de Roumanie, à Glina, près de Bucarest. Des décharges comme celle-ci deviennent les poubelles de l'Europe, alors que toute importation de déchets est normalement interdite. Le patron roumain des lieux mène la visite. Et il présente à la journaliste son associé, un homme d'affaires italien. Pourquoi est-ce qu'un Italien investit en Roumanie? Moi, j'investis en Roumanie dans l'écologie. Est-ce que vous recyclez des déchets italiens ici en Roumanie? Absolument pas. Nous ici, on ne travaille que pour la Roumanie, pas pour l'Italie. L'Italie a ses problèmes et il reste là-bas, on n'a aucun lien. C'est un marché très très intéressant, les déchets? Tous les marchés sont intéressants. Chaque affaire a son intérêt, vraiment.
Alors, on va voir comment ça se traite les déchets ici. Il n'est pas inintéressant de savoir que, selon des journalistes d'investigation italiens, l'associé en question, du nom de Sergio Pilleri, n'est pas un homme au-dessus de tout soupçon. Avec ses frères, il serait un ancien associé de Vito Ciancimino, l'ancien maire de Palerme, ici sur ces images dans les années 70. Vito Ciancimino, le premier homme politique italien condamné pour ses liens avérés avec Cosa Nostra. Et on peut se poser encore plus de questions quand on décrypte la suite du reportage. Le directeur de la décharge explique que l'objectif à Glina est aussi de produire de l'électricité à partir des ordures. Probablement pour ça, on va avoir besoin de votre argent, de l'Europe. De l'argent de la Commission. De la Commission, de l'Europe. C'est un projet à combien de millions d'euros? Plus de 10 millions. De là à en déduire que la décharge de Glina n'est qu'une façade pour faire du trafic de déchets et au passage empocher les subventions de Bruxelles, bon, on ne peut rien affirmer bien sûr, mais quand même. Est-ce qu'on n'aurait pas là une belle illustration de l'expansion internationale des mafias? Il faut se représenter les mafias comme des multinationales. Elles ont leur siège à tel endroit et elles opèrent partout. Elles s'allient à certains ici et s'opposent à d'autres là. Les poursuites policières et judiciaires restent avant tout territorialisées, nationales, là où le crime européen est par nature transnational. On peut malgré tout s'étonner de la poursuite d'un certain nombre d'aveuglements européens tout de même. On a vu ces dernières années intégrer dans l'Union européenne des États qui étaient des États profondément criminalisés. Avant même d'exiger que ces États deviennent des États de droit, c'est-à-dire qu'elles disposent de police, de justice et de codes modernes, on les a fait rentrer du jour au lendemain dans l'Europe. Est-ce bien raisonnable ? C'est bien à la fin des années 80, moment charnière, que les organisations criminelles ont changé de nature. Elles ont compris dès la chute du mur de Berlin que les nouveaux marchés à l'Est leur offraient de fantastiques opportunités. Après la chute du mur de Berlin et l'élargissement de l'Europe aux pays de l'Est, la direction anti-mafia en Italie a enregistré une conversation téléphonique entre un boss mafieux qui se trouvait en Italie et l'un de ses banquiers en Allemagne. Leur dialogue est édifiant. Le boss dit au banquier « Allez, achetez, achetez, achetez ». Mais le banquier en Allemagne demande « J'achète quoi ?»« Tout, absolument tout », répond le boss. « Les hôtels, les restaurants, les terrains, tout ce que vous pouvez trouver. » Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les mafias sont pleines d'argent. Leur problème, ce n'est pas de faire plus d'argent, mais c'est de le réinvestir en le blanchissant. Villas et châteaux, hôtels de luxe, valeurs mobilières, comptes bancaires, l'ampleur des richesses saisies chaque année par la justice italienne donne le tournis. En 2010, plus de 9 milliards d'euros. En 2011, près de 5 milliards. Cela donne une idée de la puissance financière du crime organisé. Et on ne parle ici que de l'Italie. On voit bien là que le blanchiment d'argent est au cœur de l'infiltration mafieuse. Sur la Via Veneto à Rome, le café de Paris garde fière allure. Les portraits de Mastroianni ou Fellini décorent toujours ses murs. Mais aujourd'hui, c'est surtout le fantôme d'un boss de la 'ndrangheta qui hante les lieux. Après des mois d'investigation, la justice italienne a découvert que ce lieu culte de la Dolce Vita était en fait la propriété d'un chef de clan calabrais, Vincente Alvaro.
Le café de Paris était au nom d'un coiffeur. Un coiffeur d'un village de l'Aspromonte, de Cosoletto, était devenu propriétaire de ce bar mythique du centre de Rome. Un café qui vaut des millions. Le coiffeur, bien sûr, n'était que le prête-nom de Vicente Alvaro. Pourtant, le boss mafieux était inscrit sur les registres du personnel, mais comme aide cuisinier. Alvaro avait organisé ses affaires à travers de multiples sociétés écrans, dirigées par des hommes de paille. Cela prouve comment ces mafias se sont modernisées, ainsi que les réseaux qu'elles entretiennent. Pensez-vous que des bergers à moitié analphabètes des villages de campagne de l'Aspromonte auraient pu s'acheter le café de Paris, sans relation avec des notaires, des comptables, des directeurs de banque ou des gens liés à la politique? C'est ici, à Rome, l'autre facette de la mafia. Cette bourgeoisie mafieuse qui vit grâce à l'argent de la mafia, tout en faisant comme si cet argent était propre. Et donc ce sont toutes ces professions tout à fait légales, qui vont lui servir d'aide, d'intermédiaire, à la fois pour accéder au monde politique et le corrompre, et deuxièmement, pour arriver à blanchir de l'argent. Le blanchiment, un mot fourre-tout au cœur de l'économie criminelle. Faisons maintenant une pause pour en détailler les mécanismes et la logique. Le procédé le plus simple, le plus répandu, c'est celui qui consiste à prendre de l'argent liquide et à l'introduire physiquement et matériellement dans la comptabilité d'un petit commerce de quartier. Un salon de massage, par exemple. Il n'y a personne de la journée, peu importe. Tous les soirs, le patron dépose dans la caisse l'argent de ses trafics. Il peut même éditer des tickets de caisse pour faire croire que son salon a reçu des clients. Donc le commerçant gonfle artificiellement son chiffre d'affaires, pas trop, sinon cela peut attirer l'attention. Sur ce chiffre d'affaires un petit peu gonflé, il va en effet payer un petit peu plus d'impôts, mais ce surcroît de chiffre d'affaires provoquera un blanchiment matériel de cet argent acquis frauduleusement au départ. Autre illustration d'un circuit de blanchiment, les fourmis japonaises. Le mafieux japonais remet à de faux touristes, les fameuses fourmis, une somme d'argent criminelle et des billets d'avion pour Paris. Les fourmis achètent dans la capitale des articles de luxe, maroquinerie, parfums, haute couture. De retour au Japon, les fourmis apportent leurs achats aux trafiquants et perçoivent une petite commission. Les produits de luxe viennent garnir les vitrines d'une boutique d'articles de Paris, appartenant aux mafieux. Et leur vente boucle le cycle. Le blanchiment d'argent sale gagne en sophistication dans les années 80. Franklin Jurado est l'un des architectes de cette ère nouvelle. Financier du cartel de Cali, après des études à Harvard, Jurado établit un circuit dont les phases sont toujours pertinentes aujourd'hui. À cette époque, les narcotrafiquants amassent des richesses phénoménales grâce à la drogue. Les trafiquants avaient littéralement parlant, des masses, des montagnes de billets. On raconte même, je ne sais pas si c'est vrai, que certains trafiquants colombiens entreposaient leurs billets de banque dans leur piscine, ils vidaient leur piscine pour mettre les billets de banque, parce qu'ils ne savaient plus où les mettre. C'est là qu'intervient Jurado. Il découpe le processus en 2 étapes. C'est assez simple, mais ça demande un peu d'attention. Disons que je suis un narcotrafiquant colombien. Je me rends dans un paradis fiscal des Caraïbes et je dépose des mallettes d'argent liquide sur un compte bancaire, ni vu, ni connu. Mon argent noir est ensuite viré dans une banque, par exemple en Allemagne, sur le compte bancaire d'un prête-nom. Et là, ça se démultiplie.
L'argent est dispatché et circule à travers des dizaines de banques intermédiaires, de plus en plus respectables, sur des dizaines, voire des centaines de comptes bancaires, à Monaco, au Liechtenstein, en Suisse, en Autriche. Pour ne pas attirer l'attention des autorités bancaires, le solde des comptes ne dépasse jamais 10 000 $. Deuxième phase du cycle de Jurado, il faut maintenant que je rapatrie l'argent en Colombie. Pour ça, via des hommes de paille, je fonde des sociétés en Europe. Et ce sont ces entreprises qui, avec l'argent blanchi, vont ensuite investir en mon nom en Colombie, dans des restaurants, de l'immobilier, en toute légalité. C'est pas l'argent qui doit se blanchir, ce sont les blanchisseurs, c'est-à-dire que celui qui possède l'argent doit devenir insoupçonnable. Et s'il est insoupçonnable, on ne soupçonnera pas. À ce moment-là, on ne posera pas la question de savoir d'où vient son argent. Dissémination, dissimulation, mondialisation. Les mots-clés de la finance criminelle sont posés. Pas étonnant que Jurado ait fondé sa théorie pendant les années 80. Quand sous l'influence de Margaret Thatcher et Ronald Reagan, se propage alors une nouvelle idéologie qui fait de la dérégulation l'alpha et l'oméga des politiques économiques. À partir des années 80, le Congrès des États-Unis vote systématiquement, aussi bien avec les démocrates que les républicains, des lois de dérégulation des marchés économiques et financiers. C'est-à-dire des lois par lesquelles les acteurs économiques financiers vont avoir de moins en moins de contrôle, de normes, ils seront de moins en moins surveillés. La mondialisation, telle qu'elle s'est construite dans les années 80 et les années 90, porte en elle des vices majeurs. Et l'un de ses travers, c'est le manque de transparence des marchés de capitaux. C'est ainsi que s'est formé un marché global que je qualifierais de criminogène dans la manière dont il fonctionne. C'est-à-dire qu'il encourage l'activité criminelle, que ce soit le blanchiment d'argent, la corruption ou l'évasion fiscale. Le capitalisme de l'ombre prend racine, la finance devient reine, une aubaine pour celui qui veut recycler son argent sale. Pensez qu'en une journée, 1 euro peut faire 70 mouvements dans 70 banques différentes de 70 pays différents. C'est clair qu'au bout du 70e mouvement, l'euro qui arrive a perdu les traces de la banque d'où il est parti. L'argent du crime navigue comme un poisson dans les eaux de la finance dérégulée, suivant les mêmes courants que l'argent de la corruption politique ou de la fraude fiscale. Des courants qui l'emmènent vers ses rivages au goût de vacances et d'argent noir. Les îles Caïmans, Panama, les îles Vierges. Mais pas seulement. On parle ici d'une 50aine de paradis fiscaux à travers la planète. Là où l'argent circule sans s'arrêter. La toile d'araignée de l'économie frauduleuse. On estime qu'environ la moitié des transactions financières internationales passent par des territoires que l'on qualifie comme tels de paradis fiscaux ou bancaires. Donc ces territoires ne sont plus eux-mêmes à la marge ou à la périphérie de l'économie et de la finance mondiale, ils en sont devenus centraux. John Christensen est aujourd'hui l'un des fers de lance de la lutte contre les paradis fiscaux. Il les connaît bien. Il a été conseiller économique du gouvernement de Jersey pendant 11 ans. Quand je travaillais dans le secteur financier offshore à Jersey, je facturais des honoraires beaucoup plus élevés que si j'avais travaillé dans une activité normale. Mais les clients s'attendent à payer des honoraires plus élevés. C'est pour ça qu'ils vous paient. C'est le prix de ce que les Suisses appellent la discrétion, et que moi je nomme le secret. En échange, vous n'allez pas coopérer avec des enquêteurs éventuels, vous allez même dresser toutes les barrières possibles aux investigations. Il m'est arrivé une fois de faire des recherches pour un client, une énorme compagnie pétrolière. Elle voulait s'associer avec une société russe et je devais en savoir plus. Cette entreprise russe était en fait constituée de filiales à Jersey, à Chypre, en Suisse, dans l'État du Delaware, aux Pays-Bas.
Bref, toute la palette des différents paradis fiscaux. Personne ne savait en fait qui possédait la compagnie. Personne. Des informations du renseignement russe nous ont permis de suspecter que cette entreprise appartenait à une personnalité politique très très haut placée en Russie. Mais on n'en a jamais eu la preuve. En fait, cette preuve était enfermée dans le coffre d'un cabinet d'avocats à Chypre. À Chypre, à Jersey, à Monaco, comme partout ailleurs dans ces comptoirs de l'économie criminelle, le prix du silence se monnaie très bien. Et pas grand monde n'y trouve à redire. Le système corrompt les avocats, les banquiers, parce qu'effectivement, ils collaborent avec des criminels et ils le savent. Mais l'argent a des charmes bien trop importants pour les en dissuader. Dans le monde secret de la finance mondiale, rien ne ressemble plus à de l'argent propre que de l'argent sale. C'est pour cela que les plus grandes lessiveuses d'argent criminel sont des places très honorables au cœur de l'Europe. La paisible Suisse, par exemple. À 30 km de Zurich, le canton de Zug est l'un des navires amiraux de cette opacité financière. En 1975, après la crise pétrolière, quand la mondialisation s'est développée, l'argent aussi est devenu plus international. Il s'est déplacé là où l'on payait le moins d'impôts. Et c'est là que le boom de Zug a commencé. Depuis 20 ans, les sociétés boîtes aux lettres se sont installées ici. Mais il y a eu aussi un afflux de sociétés de négoce de matières premières ainsi que leurs managers. Au fil des ans, des groupes internationaux ont installé leur siège social à Zug. Xstrata, Glencore ou encore Transocéan, leader du forage pétrolier, impliqué dans la pollution du golfe du Mexique en 2010. Et l'argent du crime dans tout cela? Dans le monde désincarné du capitalisme hors la loi, impossible de l'identifier. Les moyens sont trop faibles pour lutter efficacement contre le blanchiment. Et d'ailleurs, le canton de Zug ne veut pas d'une législation nationale contre le blanchiment. Cela revient à dire que, premièrement, le problème n'existe pas. Et que, deuxièmement, puisqu'il n'existe pas, nous ne faisons rien contre. Alors que, bien sûr, quelque chose existe. C'est la politique du silence qui prévaut. Nous les avons à la maison, les paradis fiscaux. San Marin, Monte-Carlo, Luxembourg, la Suisse, le plus grand paradis fiscal au monde. Pourquoi il n'y a pas de vraie liste noire? Parce que dans les paradis fiscaux, on ne trouve pas que l'argent des mafias et du narcotrafic. On y trouve surtout celui de la grande corruption politique, économique, entrepreneuriale, qui aujourd'hui est le pendant le plus moderne de l'économie criminelle. C'est pour cela que cette liste noire n'existe pas réellement. Parce que la corruption politique et économique mène aux pays les plus industrialisés du monde. Alors, duplicité ou aveuglement? Il est une autre place financière bien sous tout rapport qui illustre à merveille ce capitalisme hors la loi, où tout se mélange. Peut-être le cœur atomique de ce système hors de contrôle. Londres et son enclave sacrée, la City, à la pointe de la dérégulation depuis les années 80. On y trouve tous les acteurs et tous les instruments de la finance criminelle, celle qui a fait sienne les méthodes du banditisme classique. Londres est très attractive pour les blanchisseurs d'argent à bien des égards. Et des gens bien plus compétents que moi considèrent Londres comme la place offshore numéro 1 dans le monde. Nous sommes offshore par rapport à l'Europe. Nous avons d'ailleurs des discussions intéressantes avec l'Europe en ce qui concerne notre statut de place financière. Mais nous sommes aussi offshore par rapport au reste du monde, et ce grâce à l'héritage du Commonwealth avec les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, le Belize et plein d'autres juridictions qui nous assurent une position plutôt solide.
Si vous regardez toutes ces petites îles, elles ont quelques points communs. L'un d'entre eux, c'est que leur timbre porte la figure de la reine d'Angleterre. Elles arborent le drapeau britannique et ça n'est pas un accident. Ça fait partie de la stratégie de développement de la City. Londres, plaque tournante des flux financiers dans le monde, quelle que soit la couleur de l'argent. Si vous mettez votre argent à Londres, quand il ressort, il s'en trouve à nouveau légitimé. Si l'argent est bon pour Londres, alors il est bon pour n'importe où et n'importe qui. Depuis les années 90, la communauté internationale a décidé de faire la guerre au blanchiment des capitaux. Un organisme intergouvernemental, le GAFI, établit une liste de recommandations. Mais ces invitations à la transparence sont d'une efficacité toute relative. La lutte contre le blanchiment et la lutte contre les offshore est l'échec le plus abyssal de toute la communauté internationale des 50 dernières années. Commençons par un chiffre. Les cartels mexicains et autres qui vendent de la drogue en Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis et Canada, mais essentiellement États-Unis, ça leur rapporte chaque année, c'est une fourchette, parce qu'une fois de plus, on n'a pas les livres de compte, en gros entre 20 et 30 milliards de dollars par an. Entre 20 et 30 milliards de dollars tous les ans. Cet argent est gagné et payé en bifton, en billets de banque, parce que les mafias n'acceptent pas les cartes de crédit. Moins l'échec en Amérique du Nord est rapatrié, après ça, au Mexique ou ailleurs. Combien les États-Unis saisissent d'argent au passage? 1%. 1%. Le monde des mafias ne connaît pas la crise. Et l'on peut même se demander si le marasme financier actuel n'est pas une formidable opportunité pour conforter ses positions. Aujourd'hui, les seules organisations internationales avec du cash à leur disposition, eh bien, ce sont les mafias. Et elles ont commencé à pénétrer le système bancaire. C'est pourquoi j'ai lancé un cri d'alarme majeur. J'ai alerté les gouvernements et les banques en 2008, 2009 et encore récemment. La crise financière apporte une opportunité unique aux mafias globales pour pénétrer et sauver le système bancaire et donc s'implanter dans l'économie mondiale de manière irréversible. Face à ce défi majeur de notre temps, ceux qui nous gouvernent semblent jouer la carte de l'aveuglement ou de la résignation, quand ça n'est pas plus. Personne ne veut que ce thème-là devienne politique. La fraude, tout ce système dégradé, tout ce système d'addiction, en fait, à une fraude banalisée, c'est une drogue douce qui devient une drogue dure. Et en fait, personne ne veut aujourd'hui de la désintoxication de la société. De cette addiction mortifère, Martin Woods est un témoin privilégié. Woods a été mêlé au plus grand scandale de blanchiment de l'histoire. En 2005, cet ancien de Scotland Yard est embauché par la filiale londonienne d'une grosse banque américaine, Wachovia. Très vite, Woods identifie des transactions suspectes provenant de clients liés aux Casas de Cambio, des bureaux de change mexicains. Ce qu'on a constaté, c'est l'existence de paquets entiers de travel checks, avec des numéros qui se suivent, des signatures suspectes, pas de date, pas d'identification. Rien qui me permette avec certitude de savoir qui avait présenté ces chèques. Dans ce cas-là, il faut revenir à l'essentiel. Qui est le client? C'était impossible de le savoir. Martin Woods alerte ses patrons, sans savoir qu'il n'est pas le seul. Les autorités fédérales américaines s'intéressent aussi de très près à Wachovia. Surtout depuis que l'armée mexicaine a intercepté un avion en 2006. Affrété par le cartel de Sinaloa, l'avion est bourré de cocaïne. Mais surtout, l'enquête va montrer qu'il a été acheté avec de l'argent ayant transité sur des comptes de la Wachovia. Des cadres de la banque étaient impliqués dans la promotion de ces services aux clients des bureaux de change mexicains.
Il fournissait les moyens pour blanchir de l'argent. Et quand j'ai dénoncé cela, j'ai été attaqué par les banquiers. En dépit des éléments à charge récoltés par Martin Woods, la banque fait la sourde oreille et réserve toutes ses critiques à son employé. Je n'ai été soutenu ni par mon service, ni par mes patrons. En fait, je n'ai reçu aucun soutien d'aucune sorte. Mais les gens de la banque ont mis longtemps à réaliser que l'argent ne me contrôlait pas. L'argent n'avait pas sur moi le pouvoir d'influence qu'il avait sur eux. Le plus marquant, c'est quand mon supérieur m'a téléphoné en 2009 pour me dire que mon bonus serait égal à 0. Voilà un moment vraiment révélateur. Moralité de cette histoire exemplaire, Martin Woods est renvoyé. Quant à Wachovia, rattrapée par la justice américaine en mars 2010, elle s'en tire avec une amende ridicule. Wachovia est convaincu d'avoir financé l'achat d'avions d'occasion à partir de Casas de Cambio. Est-ce la peine d'être Sherlock Holmes et d'avoir fait Polytechnique pour se dire, voyons voir, l'argent vient du Mexique, il est passé par des sociétés un peu glauques et ils veulent acheter des avions, ah c'est bien, c'est sans doute pour le développement du tourisme. Je veux dire, faut quand même pas totalement prendre des gens pour des ânes. La justice américaine et le système bancaire américain, c'est foutu du monde. Voilà. Je ne peux pas expliquer ni comprendre pourquoi le département de la justice américain a décidé de ne pas poursuivre les managers de la Wachovia. Peut-être est-ce en relation avec la crise financière et la crainte qu'après l'effondrement d'une grande banque, Lehman Brothers, une autre banque majeure, la Wachovia, sombre à son tour. C'est peut-être l'explication, mais ça peut aussi vouloir dire qu'aujourd'hui, la présence de l'argent du crime est si forte qu'il en est devenu intouchable. En 2008, Wachovia est rachetée par une banque rivale, Wells Fargo. Et c'est elle qui réglera la note. Une amende de 150 millions de dollars. Grotesque, quand on sait qu'au total, les sommes blanchies par Wachovia s'élèvent à 378 milliards de dollars. Une somme hallucinante qui équivaut au 5e du PIB de la France. Franchement, il n'y a pas une seule banque dans le monde qui n'ait été touchée par ce problème. J'ai même certains de mes collègues, très militants, très inquiets de tout cela, qui n'hésitent pas à dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les mafias qui cherchent des banques, mais les banques qui cherchent l'argent des mafias. Certains banquiers doivent se poser la question. Ils devraient même être interrogés par les autorités sur ce qu'ils font. Au bout du compte, la distance est-elle si grande entre la main du blanchisseur et la gâchette du criminel? Qui sait? Rebonsoir, et on prolonge ce documentaire ce soir dans Droit de Suite en se demandant comment lutter contre la gangrène de l'argent sale, avec tout d'abord à mes côtés celui qui a réalisé le documentaire que nous venons de voir ensemble, Nicolas Glimois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisateur, vous avez reçu, c'était en 1999, le prix Albert Long, c'est le Graal dans la profession des journalistes. Vous l'avez reçu avec Christophe Weber pour un documentaire intitulé Les Blanchisseuses de Magdalene. C'était un documentaire qui concernait le sort réservé aux filmères en Irlande après-guerre. Vous avez à votre compteur une 50aine de documentaires et reportages longs format pour la télévision française et d'autres télévisions d'ailleurs, dont cet argent sale, le poison de la finance, dont nous allons reparler ce soir. À vos côtés, François Daubert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre délégué à la recherche, ancien député maire UMP de Laval. Vous êtes un spécialiste de la lutte contre la fraude fiscale. Vous avez même écrit un livre sur notre sujet de ce soir, tout simplement intitulé L'argent sale, un livre que vous aviez publié aux éditions Plomb. En face de vous, Chantal Cutajar, bonsoir. Vous êtes enseignante et chercheuse à l'université de Strasbourg, spécialiste de la prévention et de la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment. Vous avez publié récemment aux éditions Francis Lefebvre ce livre qu'on vous conseille dans le cadre de cette émission, Blanchiment d'argent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis enfin avec nous, Renaud Lecadre, bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des affaires économiques et financières au quotidien Libération. Nicolas Glimois, je me tourne bien sûr vers vous. Quelle enquête. Ça a dû prendre beaucoup de temps de réaliser une telle enquête. Combien de temps? C'est un documentaire de ce style, entre, je dirais, la recherche d'informations, les investigations sur le terrain et la réalisation, le montage, c'est à peu près un an et demi de travail, d'investigation. D'autant que moi je ne suis pas expert de la question, donc c'était une manière, j'explorais un nouveau monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer ce nouveau monde, justement? Le point de départ. Je sais s'il est compliqué à pénétrer, ce monde. Le point de départ du film, c'était un des propos lus dans la presse grand public, ceux de l'ancien responsable auprès de l'ONU de la lutte contre la drogue et le crime organisé, qui est interviewé dans le film, c'est Monsieur Maria Costa, qui disait que on était juste après la crise de 2008, la crise financière, et il disait aujourd'hui ce n'est plus les mafias qui ont besoin des banques, mais les banques qui ont besoin de l'argent des mafias. Et donc voilà une phrase qui est assez choquante, parce qu'inédite, et qui, pour en avoir longuement discuté avec lui, il voulait lancer une espèce de cri d'alerte pour montrer à quel point l'économie légale était de plus en plus colonisée par l'argent sale, l'argent noir, celui issu des activités criminelles. Alors ce que vous dites d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure à la fin de ce documentaire, cet argent sale pénètre le secteur bancaire depuis cette fameuse crise de 2008. Puis vous avez finalement remonté la plotte, déroulé la plotte, mais dans le sens inverse, et nous faites rentrer dans ce documentaire avec 'Ndrangheta, c'est-à-dire la mafia calabraise. Pourquoi entrer dans ce documentaire avec justement cette mafia calabraise, qui est l'une des mafias, on va en parler tout de suite, mais puisque la 'Ndrangheta, qui est considérée aujourd'hui peut-être comme la mafia italienne, l'une des 4 mafias italiennes, mais peut-être la plus puissante, puisque la plus secrète, la plus mondialisée aussi. Et c'est vrai qu'un fait divers avait touché l'Allemagne, et c'était un règlement de compte entre mafieux calabrais à Duisbourg en Allemagne. Ce qui pouvait paraître un petit peu étonnant, mais c'était en déroulant le fil de la plotte, comme vous le dites justement, ça montrait à quel point un pays qui nous paraît aussi pacifié que l'Allemagne, pouvait être le terrain de jeu, entre guillemets, de mafieux. Et donc montrer à quel point cette organisation-là avait aujourd'hui un poids absolument colossal dans l'économie. Et puis dernière question, avant qu'on voit peut-être un premier extrait de ce documentaire, est-ce que vous avez fait l'objet de pression pendant le tournage, après le tournage? J'imagine que lorsqu'on traite un sujet comme ça, il faut prendre un minimum de protection quand même, non? Non, je ne peux pas dire que j'ai fait l'objet de pression, dans la mesure où moi je n'ai pas fait un travail non plus d'immersion, vous savez, undercover pendant des années, ce que certains confrères ont pu faire dans des organisations criminelles. Donc pas de menaces, ni pendant le tournage, non, ni après. Les mafias ne s'émeuvent pas trop de ce genre de film. Le problème des mafias, c'est quand on met en péril leur business. Là, ce que l'on montre dans le film, elles savent très bien que ça existe. Donc non, je n'ai pas fait l'objet de menaces ou de pression de quelque ordre. Alors des mafias, vous en avez identifié 9 dans ce documentaire, dans cette enquête. Retour sur votre documentaire pour illustrer ce qu'en sont ces 9 principales mafias dans le monde. Alors, où sont ces organisations criminelles d'un niveau supérieur qui répondent à la définition d'une mafia? Les experts en désignent 9. Cosa Nostra, en Sicile, la 'Ndrangheta en Calabre, la Sacra Corona Unita dans les Pouilles, la Camorra en Campanie. Dans les Balkans, on trouve la mafia albanophone, puis la mafia turque. En Asie, les triades chinoises sur le continent et sur l'île de Taïwan, la mafia japonaise, les fameux Yakuza, et enfin en Amérique du Nord, la mafia italo-américaine. On peut ajouter à cette liste des entités criminelles plus récentes, les mafias de l'ex-empire soviétique, les cartels latino-américains en Colombie et au Mexique, le crime organisé au Nigeria. Elles sont tout aussi dangereuses, mais n'ont ni le sens du silence, ni l'ancrage territorial des mafias historiques. Et puis alors, à la suite de ce panorama des principales mafias, vous nous dites tout cela pèserait entre 600 et 700 milliards de dollars annuellement sur la
planète. Est-ce que cette photographie générale vous paraît juste? Est-ce que on parle là sur de bonnes bases pour parler de ce que sont les mafias et du poids que représentent ces mafias? Qui veut commencer? François Daubert. Si on parle blanchiment, là c'est une approche géographique partielle. Là, ce sont les lieux où est prélevé l'argent. Raquettes, les trafics d'êtres humains, la drogue, extrêmement rentable, la drogue, qui représente la contrefaçon qui apparaît le aussi, poids le plus important. Plus un certain nombre d'écosystèmes comme cela. Mais pour compléter la géographie de cet argent sale, il faut évidemment citer les lieux où d'abord cet argent est transformé, essentiellement les paradis fiscaux et l'offshore, et puis les lieux où cet argent est investi. Et ça, c'est partout. C'est partout, au travers de systèmes bancaires, de comptes en banque, de préférence, c'est vrai, là où il y a un secret bancaire, encore qu'il soit en train un petit peu de s'atténuer, et puis tout simplement dans un domaine qui est très mal répertorié, bien que évident, c'est celui de l'immobilier, de l'immobilier de luxe, de l'immobilier un peu particulier, y compris dans les plus grandes villes. À Paris, vous avez des immeubles qui appartiennent à la mafia italienne. Alors on va revenir sur évidemment ce que sont les transferts, le blanchiment d'argent. Simplement sur ce qu'on pourrait faire, ce qu'on aurait peut-être dû faire et ce qu'il est peut-être trop tard de faire, c'est que peut-on faire à la source? C'est-à-dire quand, par exemple, en Italie, il y a 4 des 9 principales mafias que vous mettez en avant dans ce documentaire. Il y en a 4 en Italie, c'est tout près de chez nous, c'est en Europe. À la source, est-ce que il n'y aurait pas matière tout de même d'intervenir davantage, ce qui nous aurait pas créé les problèmes dont on va parler ensuite? Cela dit, pour compléter ce que disait François Daubert, pour quantifier le phénomène de blanchiment, il n'y a pas d'étude précise sur le montant des sommes blanchies à travers la planète. Cela dit, l'unité de compte, c'est quand même le billion de dollars. Pour mémoire, un billion, c'est 1000 milliards. Dans cette partie-là, il y a le trafic de drogue, que tu décris très bien dans ton documentaire. Il y a la corruption, qu'elle connaît très bien. La contrefaçon aussi. La contrefaçon. Il y a souvent il y a aussi un gros paquet d'évasion fiscale. Quand on dit évasion, c'est un terme générique pour dire à la fois l'optimisation fiscale légale et la fraude fiscale illégale. La frontière entre les deux étant parfois très ténue. Voilà, il est question de billions de dollars. Rien que l'évasion fiscale était évaluée à 1 billion. Et tout le reste est à l'avenant. Comme vous l'avez dit, c'est dans l'immobilier, c'est dans les jeux, c'est dans la drogue, c'est dans tout type de spoliation et d'argent illégal. Après, à la source, comment traiter la source? Quand on parle de blanchiment, on est à l'arrivée. À l'origine, il y a un crime ou un délit, on pique de l'argent, il faut recycler. Parce que c'est bien gentil de pomper de l'argent. Encore faut-il en profiter. Donc le blanchir, le remettre dans le circuit légal. Donc lutter contre l'argent sale à la source. En Italie, par exemple. Prenons cet exemple particulièrement. Oui, alors bon, on a le sentiment que c'est un échec tout de même. La mafia, on en parle depuis presque plus d'un siècle en Italie, de ces 4 fameuses grandes mafias. On a le sentiment que là-bas, on ne connaît pas la crise. Ces mafias-là ne connaissent pas la crise. Autrement dit, à la source, il y aurait déjà un échec, non? Alors, je ne serais pas aussi certaine de cela. Peut-être une lumière sur le fait que, au début du reportage, on voit les assassinats à Duisbourg. Lorsqu'on s'interroge sur les raisons de savoir pourquoi ces organisations mafieuses sont en Allemagne, eh bien, des interrogatoires, des écoutes téléphoniques ont mis en évidence que les mafias siciliennes partaient sous des cieux juridiques plus propices. Pourquoi? Alors, ils ont mis en évidence le fait qu'ils disaient il faut partir d'ici. Pourquoi? Parce que l'Italie s'est dotée d'une législation sur la saisie, la confiscation des avoirs criminels extrêmement efficace. Et ce qui fait que il est possible, dès lors qu'on appartient à une organisation mafieuse, de se voir saisir l'intégralité de ses biens, ce qui n'est pas une législation qui est commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et donc on voit les organisations mafieuses aller investir sous des cieux plus propices, et notamment en Allemagne où il n'y a même pas la responsabilité pénale des personnes morales, donc l'utilisation de ces entités pour, dans le cadre de circuits de blanchiment, réinvestir dans l'immobilier comme vous le disiez tout à l'heure. Pourtant vous nous dites quelque chose de très important dans ce documentaire. Lorsqu'on parle d'une mafia, on parle d'un territoire. S'il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de mafia. Les experts en criminalité organisée savent que ça c'est-à-dire qu'un territoire c'est le point de départ de toute mafia. Il n'existe pas de mafia sans territoire. Mais après
les sommes d'argent en question, ce qu'elles récoltent à travers leurs crimes, leur permettent d'avoir une expansion justement déterritorialisée. Mais il est évident qu'aujourd'hui un boss, c'est ce que certains experts parlent souvent pour prendre encore l'exemple de l'italien, c'est le berger et le banquier, c'est-à-dire que les deux ne vont pas l'un sans l'autre. On est un boss que si on a un territoire sur lequel on a mis une coupe réglée. Donc on est en Calabre, on est en Campanie, on est je ne sais pas, au Kosovo, mais en revanche, ensuite évidemment, il y a une expansion mondiale importante. Sur l'Italie, je voudrais juste en effet rebondir sur ce que disait Madame Cutajar. En effet, l'Italie est à la fois le terrain historique des grandes mafias, mais c'est en revanche le pays qui a mis en place la législation la plus efficace, à la fois sur les collaborateurs de justice, sur l'utilisation de la réutilisation des biens confisqués, et ils sont à la fois très en avance parce que bon, il y a un passé important. À l'origine, c'est la raquette territoriale, c'est vrai. Donc la base territoriale, ça c'est vraiment toutes les mafias. Mais aujourd'hui, elles ont une base qui est plus financière. Les mafias se sont extraordinairement financiarisées. Et vous avez de l'argent qui est prélevé par des groupes mafieux, qui sont des groupes criminels, par exemple en obtenant des prêts de banques complices dont des membres de mafia sont eux-mêmes les actionnaires. C'est-à-dire que le système s'est complètement gangréné et a eu une extension bien au-delà de l'emprise territoriale. Et c'est là où est la difficulté pour les coincés. On l'a vu dans l'affaire HSBC Mexique, qui est une énorme affaire de blanchiment. Ça passait, l'essentiel, c'était de l'argent américain, de la drogue américaine, qui arrivait au Mexique et qui était recyclé par les caisses d'épargne du Mexique, qui étaient elles-mêmes tenues par des politico-mafieux qui en faisaient leur affaire. Donc c'est vrai que l'emprise territoriale est importante, ça ne peut pas marcher sans emprise territoriale, mais c'est pas avec ça qu'ils font leur beurre, si je peux dire. Alors justement, ce blanchiment d'argent, on a vu que ça brasse des sommes colossales. Elle est expliquée de manière assez pédagogique dans votre documentaire. On va revoir ça et on continue à en parler juste après. Disons que je suis un narcotrafiquant colombien. Je me rends dans un paradis fiscal des Caraïbes et je dépose des mallettes d'argent liquide sur un compte bancaire. Ni vu, ni connu. Mon argent noir est ensuite viré dans une banque, par exemple en Allemagne, sur le compte bancaire d'un prête-nom. Et là, ça se démultiplie. L'argent est dispatché et circule à travers des dizaines de banques intermédiaires, de plus en plus respectables, sur des dizaines, voire des centaines de comptes bancaires, à Monaco, au Liechtenstein, en Suisse, en Autriche. Pour ne pas attirer l'attention des autorités bancaires, le solde des comptes ne dépasse jamais 10 000 $. Deuxième phase du cycle de Jurado, il faut maintenant que je rapatrie l'argent en Colombie. Pour ça, via des hommes de paille, je fonde des sociétés en Europe. Et ce sont ces entreprises qui, avec l'argent blanchi, vont ensuite investir en mon nom en Colombie, dans des restaurants, de l'immobilier, en toute légalité. Alors, ce type de circuit qui a été mis en place, vous le dites dans le documentaire, en tout cas par notamment Franklin Jurado, qui était financier du cartel de Cali, d'où cet exemple pris dans ce documentaire. Alors là, ça y est, les choses s'internationalisent et deviennent incontrôlables, incontrôlées, ou alors on peut quand même tracer cet argent. Là, on a l'impression que les choses sont simples quand même pour blanchir de l'argent. Est-ce que c'est aussi simple que cela? Malheureusement, c'est toujours aussi simple. Ce qui est décrit là devient plus compliqué parce qu'on a fortement augmenté les contrôles des établissements financiers. Ils sont soumis à une réglementation. Les seuils, il n'y a plus de seuil. Aujourd'hui, il y a une obligation d'identifier son client et de s'assurer de la licéité de l'opération qu'il conduit. Et cela en menant ce qu'on appelle une approche par les risques. Donc il faut vraiment faire une cartographie des risques. Donc on a un peu évolué par rapport à ce qui est décrit là. Mais la difficulté est celle, effectivement, qui est bien révélée, celle des sociétés offshore, celle des sociétés écrans dans les paradis fiscaux. Qu'est-ce que c'est qu'une société écran? C'est une société dont il n'est pas possible d'identifier le bénéficiaire réel. Donc on peut se cacher. Ce sont des outils de dérégulation. C'est à partir de là qu'on perd la trace de cet argent sale? Absolument. C'est présent depuis que les banques ont ces obligations de vérifier « Know your clients ». Connaissez votre client,
ils ont des obligations de vérification d'où viennent les fonds. Le blanchiment à l'ancienne, une banque à Paris prête son 1000 € à son client, qui ne remboursera jamais, mais sa filiale en Suisse se fera rembourser aux plaques. Ça, c'est à l'ancienne. C'était avant qu'il y ait des normes anti-blanchiment qui obligent les banques à faire le boulot de banquier. Depuis, tout s'est limité, non. D'où l'apparition de prête-nom, de trust. Et c'est là où la traçabilité financière des flux offshore devient extrêmement compliquée. Il faut des commissions rogatoires internationales qui prennent des années et des années. Et qui peuvent ne jamais aboutir et puis alors il y a le système du hawala qui tend à se développer où il n'y a plus de transfert physique d'argent. Alors ça faut l'expliquer, hein. Alors le système du hawala c'est assez simple. Vous avez une personne, on va l'appeler A, qui réside dans un pays X, qui veut transférer de l'argent à une personne B qui habite dans le pays Y. La personne A va se mettre en relation avec un agent de change qu'on va appeler le alawadar, à qui elle va remettre cet argent. Le alawadar du pays X va se mettre en relation avec un alawadar du pays Y, qui est proche de là où habite B, et il va lui remettre cet argent. Ce qui fait que vous n'avez plus de traçabilité entre A et B. Et ça fonctionne entre les deux alawadar parce que c'est un système de transfert de fonds parallèle, de banques parallèles, qui est basé sur la confiance. Donc il y a un vrai problème de traçabilité de cet argent sale, qui devient propre d'ailleurs. D'où le blanchiment, d'où cette expression, avec les réseaux qu'on a vus dans cet extrait. C'est très important, madame, parce que le hawala, ça renvoie à la banque islamique, qui est tout un réseau qui aujourd'hui est à la fois promu par un certain nombre de places financières, en particulier Londres, mais à Dubaï aussi, puis il y a Labuan, qui est un truc en Malaisie, puis Paris aimerait bien faire un petit peu de finance islamique. Or, la finance islamique, avec ses mécanismes de souplesse, en plus, ils expliquent que s'il y avait eu il n'y aurait pas eu de crise financière. Bon. Donc, il y a beaucoup d'argent très bizarre qui passe par la banque islamique et qui probablement contribue à financer le terrorisme. C'est du non-dit. Mais je pense que c'est une chose qui est très importante à prendre en considération. Deuxièmement, et c'est un peu une conséquence de ça, les banques en principe sont régulées, de plus en plus régulées, comme vous l'avez dit, il y a le know your customer, il y a l'approche de risque, etc. À ceci près que ce sont simplement quelques centaines de banques dans le monde qui sont régulées, mais que vous avez des milliers d'autres, y compris des banques papier qui existent aux États-Unis. Vous pouvez ouvrir une banque comme vous voulez dans le Wyoming avec une photocopie de carte d'identité, qui sont, elles, complètement hors régulation et qui servent parfois de banques clientes de grandes banques, qui sont les fameuses banques correspondantes. Et ces banques correspondantes, alors là, les grandes banques n'aiment pas beaucoup en parler, mais elles ont toutes, y compris dans les pays les plus foireux, des banques correspondantes, à travers lesquelles passent un certain nombre d'opérations. Une banque correspondante, pour bien comprendre, s'il y avait une définition simple à donner. Que vous trouvez, je ne vais pas citer des pays, parce qu'immédiatement ils sont très susceptibles, donc si on dit qu'il y a des banques correspondantes qui trimballent de l'argent sale, vous risquez des procès ici. Mais oui, c'est des banques qui ne sont pas répertoriées. Et en Suisse, par exemple, bon, c'est pas exactement des banques correspondantes, mais vous avez les grandes banques très connues, etc. Mais en Suisse, il doit y avoir 400 banques. Avec des statuts, bon, qui sont pas tous le statut de la grande banque. Il se passe beaucoup de choses dans toutes ces banques du deuxième secteur, qui sont un petit peu en dehors. Et puis, dernière chose, et ça a été dit aussi, il faut bien faire la différence entre l'endroit où est l'argent, où tombe l'argent, où passe l'argent, c'est-à-dire l'endroit où sont les comptes, et le support de ces comptes, le support juridique. Quand vous prenez un pays comme les îles Vierges britanniques, qui est d'ailleurs une colonie britannique très liée à la City, où vous avez 1 million de sociétés offshore, de sociétés écrans, dont 500 ou 600 000 sont utilisées. 1 million, hein. 1 million. Je retiens ce chiffre. Hein, en particulier, considérable. Les Chinois les utilisent beaucoup, mais enfin, dans Panama Papers, il faut regarder, il y a beaucoup de comptes qui sont des comptes de sociétés qui sont aux îles Vierges. Mais aux îles Vierges, vous n'avez pas d'argent. Vous allez aux îles Vierges, je me suis allé une fois, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des espèces d'opulence, qu'il y a des gens qui arrivent avec des paquets d'argent, etc. Il y a peut-être des investissements dans l'immobilier, dans les villas, mais en réalité, l'argent n'est pas dans les paradis fiscaux. Il est géré sur des comptes qui sont souvent à l'extérieur. Alors, ça peut être aussi
dans des endroits qui sont des centres financiers internationaux, qui sont les vieux paradis. Je voudrais vraiment insister sur la facilité qu'il y a à constituer une société offshore. En passant. N'importe. Aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est pas illégal de constituer une société offshore. Mais là, écoutez, c'est l'utilité qu'on peut en faire qui peut être illégale. Se pose vraiment la question de la légitimité de ce type de société dont on sait qu'elles sont criminogènes. C'est-à-dire que sans elles, il n'y aurait pas possibilité de blanchir de l'argent. Donc, lorsque, sans doute, tout à l'heure, on viendra sur les solutions, il faut quand même s'attaquer aux outils qui permettent le blanchiment. Alors, justement, pour ce réseau de offshore, il est assez bien aussi décrit dans ce documentaire. Je vous propose de revoir ce que vous en dites dans ce film, et puis on continue bien sûr notre discussion. L'argent du crime navigue comme un poisson dans les eaux de la finance dérégulée, suivant les mêmes courants que l'argent de la corruption politique ou de la fraude fiscale. Des courants qui l'emmènent vers ses rivages au goût de vacances et d'argent noir. Les îles Caïmans, Panama, les îles Vierges. Mais pas seulement. On parle ici d'une 50aine de paradis fiscaux à travers la planète. Là où l'argent circule sans s'arrêter. La toile d'araignée de l'économie frauduleuse. On estime qu'environ la moitié des transactions financières internationales passent par des territoires que l'on qualifie comme tels de paradis fiscaux ou bancaires. Donc ces territoires ne sont plus eux-mêmes à la marge ou à la périphérie de l'économie et de la finance mondiale, ils en sont devenus centraux. Alors là, ce qui vient complètement corroborer ce qui a été dit avant. Vous l'avez découvert au fur et à mesure, en marchant, ce genre de choses. Mais on voit aussi que, là aussi, dans cette soudure entre le légal et l'illégal, des États très anciens comme la France ou la Grande-Bretagne, parlons de la Grande-Bretagne par exemple, l'un de nos invités, l'un de nos témoins dans le film, nous montre à quel point il prend les timbres, vous savez, de tous ces paradis fiscaux sur lesquels il y a la figure de la reine. C'est-à-dire que dans la stratégie de développement de la City, il y avait également cette espèce d'antichambre de tous ces paradis fiscaux qui permettaient à la City, place financière mondiale peut-être la plus importante, de se développer. Donc là, en effet, comme dit Jean-François Guéraud, là, on vient d'entendre les propos, on est au cœur de l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout à la périphérie. Quand on pense mafia, on pense évidemment à des criminels et qu'on est vraiment aux marges. Sauf que là, évidemment, il y a cette soudure, encore une fois, entre le légal et l'illégal, c'est opéré à travers la financiarisation de l'économie et à travers sa globalisation. C'est une véritable quand même qu'on en arrive à compénétration. parler justement des solutions, là, parce que qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Parce que là, visiblement, personne n'est vraiment surpris lorsqu'il voit ce type de choses aujourd'hui. Les circuits sont plus ou moins identifiés, plus ou moins. Mais enfin, qu'est-ce qui est fait pour lutter contre ça aujourd'hui? Alors, une manière qui serait très bien serait d'identifier les endroits de ce qu'on appelle les trusts. Un trust, alors, ça remonte au Moyen-Âge, mais c'est quand même les anglo-saxons, la finance anglo-saxonne qui a popularisé cet instrument. En gros, on donne la propriété officielle d'un bien à une société, mais sans en être totalement dépossédé. Genre, aux yeux du fisc, je ne suis plus propriétaire, mais via le gestionnaire de paille que j'ai nommé à la tête de cette structure, je peux néanmoins bénéficier des fruits de ce bien. Il n'y a aucune transparence sur ces trusts. Récemment, l'Union européenne tente, vaille que vaille, d'avancer sur ce sujet en instaurant un registre public des trusts. Ça coince de partout. Tout simplement parce que les pays anglo-saxons qui font commerce des trusts depuis quelques siècles ne veulent pas trop avancer, d'autres essaient d'avancer. Et résultat, aujourd'hui, on n'a toujours pas une transparence complète sur les trusts. Alors que ce serait le meilleur moyen d'assurer une meilleure traçabilité sur les flux. Là, il est bien question de transparence à aller chercher. Ouais. Alors, quels sont les organismes qui font référence en la matière? Est-ce que le GAFI, ou alors encore appelé Financial Action Task Force, ça c'est une organisation intergouvernementale qui a été pourtant mise en place en 1989, ça date un petit peu, on a maintenant du recul. Ça c'est ce type d'organisme qui aujourd'hui peut espérer mettre un tant soit peu de transparence dans ce réseau, dans cette pieuvre. Le GAFI, comme vous l'avez dit, est un organisme intergouvernemental, ce qui signifie qu'il donne des recommandations que les États doivent transposer après dans leur législation. L'Union européenne, d'ailleurs, est membre du GAFI.
le GAFI a identifié de longue date... Et la Commission européenne également. La Commission européenne, oui. Le GAFI a identifié de longue date le caractère criminogène des sociétés offshore, des trusts, depuis sa création. Donc c'est bien ce que je disais, ça a été identifié. Absolument, on le sait. Aujourd'hui, les dernières recommandations imposent la transparence des bénéficiaires réels. À partir du moment où vous imposez la transparence des bénéficiaires réels, les sociétés offshore, de fait, doivent être déclarées comme étant illégales, puisque justement, elles ne servent qu'à une chose, à empêcher d'identifier le bénéficiaire réel. Et pourquoi elles ne le sont pas considérées comme illégales Non, mais suite à l'affaire des Panama Papers, la Commission européenne a pris une nouvelle proposition de directive qui va venir compléter la 4e directive qui est en cours de transposition, qui vient d'être transposée en France, pour imposer aux États de créer des registres des sociétés et des trusts. Mais je voudrais dire quand même que notre propre Conseil constitutionnel vient d'invalider le registre public des trusts sous couvert de ce qu'il violerait la vie privée. Donc on a quand même un vrai problème entre d'une part l'opacité qui génère ce dispositif et puis la protection des libertés soi-disant. La vraie question, c'est vrai, c'est celle du beneficial owner, enfin du bénéficiaire réel, c'est-à-dire le bout du bout, celui qui est vraiment propriétaire de la baraque, du compte, etc. C'est-à-dire une personne. Du blanchisseur. Le problème, oui, enfin, du bénéficiaire. Non, du bénéficiaire. Ah, du bénéficiaire, d'accord. Il peut être le même. Mais, oui, souvent. Ou quelqu'un de proche. Le problème, c'est que chacun travaille un petit peu dans son coin. Le GAFI a ses propres règles dans la lutte contre le blanchiment, y compris pour la définition du beneficial owner. Moi, j'ai vu à l'OCDE sur le Forum mondial, on a aussi maintenant une nouvelle définition sur le plan fiscal du beneficial owner, parce que à un certain moment, ça se rejoint. Et d'ailleurs, il y a un délit aujourd'hui de blanchiment de fraude fiscale, mais on n'a pas exactement la même définition. Ce qui fait que vous avez des tas de pays qui jouent sur ces différences de législation, parce que c'est très bien d'avoir des recommandations du GAFI qui ne sont pas obligatoires. Après ça, il y a un classement, des listes noires ou grises, on en entre, on en sort, mais quelquefois c'est un peu cosmétique. Et ce qu'il faut, c'est que les législations à l'intérieur soient bien conformes. Pendant très longtemps, le blanchiment n'a pas été un délit dans un certain nombre de pays. C'est venu très tardivement. Alors après ça, il faut que les procédures soient les mêmes et qu'il y ait un parallélisme des procédures entre le fiscal et le criminel. Ça me paraît tout à fait fondamental. Et là, on n'y est pas encore parce qu'il y a beaucoup de résistances. Les résistances, elles ne sont pas visibles, mais je vois l'attitude des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, voire parfois de l'Allemagne, sur la lutte contre plutôt sur les histoires de fraude fiscale. Sur le blanchiment, c'est vrai que c'est un peu plus dramatique parce qu'il y a un aspect criminel, etc. Mais il ne faut pas croire que tout le monde est d'accord, unanime, pour être très dur dans la lutte contre la fraude fiscale et contre l'optimisation. La France est très bien placée, est très énergique et fait une très bonne politique, mais malheureusement, c'est pas toujours partagé au jour le jour. Alors qu'en pense le réalisateur? Parce que le constat que vous faites est accablant. Et c'est vrai qu'en regardant à la fin de votre documentaire, on se dit, mais alors, on peut rien faire pour lutter contre ça. Il n'est rien fait concret pour mettre de la transparence dans tout ça. Le politique a sa place et il doit mettre en place, il doit chercher à mettre en place des outils pour lutter contre cela. En amont, c'est déjà le renseignement. C'est-à-dire ne pas être aveugle face à la criminalisation de l'économie. Ce mot fort, il est réel. Il y a aujourd'hui la 'ndrangheta, je reviens sur cet exemple, c'est le chiffre d'affaires d'Airbus à peu près. C'est 3% du PIB italien. Vous savez qu'on a réintégré les activités criminelles dans le PIB. Des tentatives, évidemment, parce qu'il n'y a pas des livres de compte. Mais on sait qu'en gros, 10% du PIB italien, c'est le crime. Donc on parle de sommes colossal. Donc il faut du renseignement, il faut des activités de police et de renseignement, comme dans l'espionnage. Vous avez senti une forme d'impuissance chez vos interlocuteurs qui seraient censés soit lutter contre le crime organisé, les mafias, soit lutter contre les systèmes de blanchiment L'impuissance, moi, elle m'est apparue, en tout cas sur certaines histoires de grands scandales bancaires, comme celui dont on parle dans le film, l'ex-banque Wachovia, ensuite rachetée par la Wells Fargo, par laquelle transitait l'argent du trafic de drogue de cartels mexicains. On parle de 378 milliards de dollars, un cinquième du PIB français quand même. Donc c'est des sommes absolument hallucinantes. Et si vous voulez, quand on voit le volume que cet argent représente
pour la marche de l'économie. C'est en ça qu'on peut être inquiet. C'est-à-dire qu'est-ce que cette gangrène, encore une fois, la métaphore organique, biologique n'est peut-être pas trop forte, c'est une véritable gangrène parce que cet argent-là joue un rôle clé dans le fonctionnement de l'économie. Alors la fin de votre documentaire est vraiment pas très rassurante parce que vous nous dites finalement l'argent sale ne connaît pas la crise et pour cause, puisque depuis 2008, depuis la grande crise financière, bien ce sont les banques qui ont été chercher cet argent qui est là, qui est disponible, beaucoup de liquidités et qui viendrait renflouer les banques européennes aujourd'hui pour après cette crise quand vous voyez à quel point les mafias, les organisations criminelles, si on ne parle que d'elles, leur raison d'être c'est la prédation. C'est dès qu'il y a de l'argent à se faire, on y va. Regardez ce qui se passe avec les migrants aujourd'hui, qui est une source de revenus énorme pour les mafias. Et donc pour l'ensemble d'un système, si vous voulez, qui est récemment dans un grand procès mafieux à Rome, Mafia Capitale, l'un des adjoints de ce grand parrain, on va dire, qui est sous les verrous, disait à quel point le trafic d'êtres humains, l'organisation mafieuse autour des migrants, lui rapportait plus d'argent que la drogue. Puisqu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de centres d'asile de ces migrants étaient aux mains des mafieux. L'argent sale a réellement pénétré le système bancaire, notamment en Europe. Il nous reste 1 minute. Je ne sais pas qui veut. Allez-y. Absolument. Absolument. Ouais. Vous avez parlé de Monsieur Costamaria. Il l'a dit en 2008. Il l'a écrit. Les banques ont ouvert grand leur porte à l'argent du crime. Et aujourd'hui, c'est un problème de démocratie. Parce que cet argent est en passe de transférer le pouvoir qui appartient au peuple, normalement dans une démocratie, et à ses représentants, à des organisations criminelles. En même temps, la crise a eu un avantage, elle a permis de révéler un nombre de pratiques considérables, y compris de blanchiment. Donc c'est vrai qu'elle a favorisé d'un côté, du point de vue bancaire, mais il y a eu des révélations formidables grâce à des investigations, des journalistes, des actions des lanceurs d'alerte, etc. Exemple Panama Papers, vous l'avez souvent cité ce scandale. Il y a beaucoup moins d'intimité. C'est un lanceur d'alerte qui a rendu public ces informations. Je vais terminer sur une petite touche d'espoir. Ce sera la fin, oui. Une petite touche d'espoir. C'est bien. C'est le rêve des différents fiscaux nationaux, via l'entraide, l'échange d'informations, par le biais fiscal, à défaut de tracer, de récupérer l'argent d'origine criminelle, peu importe que ce soit trafic de drogue ou autre corruption, récupérer l'argent au final, sous prétexte de blanchiment de fraude fiscale. Les différents pays, les États nationaux se réveillent parce qu'ils sont en pleine digette budgétaire, ils ont de l'argent à récupérer et par l'échange d'informations, ils peuvent enfin mettre un terme et faire payer non pas le délit originel, mais son blanchiment final. Effectivement, ce serait à condition d'identifier le bénéficiaire. Ah non, mais les sanctions financières, ça existe. Merci vraiment, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite. Merci pour ce documentaire. On s'interrogeait ce soir sur la manière d'enrayer l'essor impressionnant du blanchiment de l'argent sale. Vous pouvez bien entendu réagir à cette émission sur #DDS. C'est notre adresse sur Twitter. Rendez-vous à tous et à toutes pour un prochain droit de suite avec son documentaire et son débat. À bientôt.